Et donc, je vais passer tout de suite à la présentation des nominés, histoire de nous faire gagner un peu de temps, car on a pris du retard. Et donc, le premier, ce sont des cidres et des couleurs, portés par Rémi Baudouin de l'IFPC, en partenariat avec l'INRA, l'Université de Rennes, le CNRS. Et donc, l'idée est d'aider les cidriers à piloter la couleur de leur boisson, sans recours au colorant, bien sûr, et sans trop prendre d'intrants. Et donc là, à nouveau, il y a une question de couleur, donc des images s'imposent. Le cidre, c'est tout un univers, à la fois au niveau gustatif, les saveurs, à la fois au niveau aromatique, et aussi au niveau des couleurs. Et justement, sur les couleurs, on a eu une forte demande de nos professionnels parce que le cidre, pour l'instant, il est caché dans des bouteilles en verre vert. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la couleur, le consommateur ne la voit pas. Ça, c'était principalement dû à des manques de maîtrise au niveau de la couleur, de l'apparence du produit. Et donc la demande était de donner des outils pour permettre au cidre de sortir, d'être visible par le consommateur, parce qu'on a tout un univers de couleurs très intéressant, très large, allant des produits très clairs, très pâles, à des produits très saturés. Donc là, nous avons des jus issus de différentes variétés de pommes, obtenus avec les mêmes modalités de pressage, et nous suivons l'évolution de la couleur au cours de la fermentation. Donc je vais faire les mesures colorimétriques des échantillons. Vous avez pu constater que les cidres français présentent une grande diversité de couleurs. Dans cette partie du laboratoire, et notamment avec cette machine, qui est un chromatographe en fait couplé à la spectrométrie de masse, eh bien, on est capable de séparer les molécules qui constituent cette complexité de la couleur, de caractériser leur structure, et cette information va vraiment être utile pour nous, pour mieux comprendre d'où vient la couleur, comment elle se forme au cours du process d'élaboration des cidres. Cet outil a été créé au départ pour faire le nuancier. C'est-à-dire qu'il s'agit de mélanger plusieurs solutions pour obtenir une couleur voulue. Le futur de cet outil, c'est d'être utilisé par les cidriers. Il faut savoir que le cidre, c'est un assemblage avant tout. Et donc, si on veut prendre en compte la couleur, eh bien, il faut déterminer quelle est la meilleure proportion de chaque cuvée qui va rentrer dans l'assemblage final. Donc les résultats du projet SICHROME permettent au cidre d'être visible par le consommateur, parce qu'il y a toute une palette de couleurs très intéressante, très sympa, et ça va jouer donc dans leur acte d'achat, en plus des aspects saveurs et arômes. Et puis on a pu transférer dès à présent l'ensemble des acquis vers nos producteurs, pour qu'ils puissent maîtriser la production de cidre coloré à souhait, qu'ils puissent faire le produit qu'ils veulent, et tout ça sans intrants, avec les variétés et les procédés de transformation classiques. Si Rémi Baudouin veut bien nous rejoindre. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc, je voulais juste revenir avec vous sur quelque chose qui transparaît mais pas assez fort dans la vidéo. C'est l'espèce de continuum qui va d'une recherche extrêmement fondamentale, genre la chimie des polyphénols, des choses comme ça, jusqu'à finalement le consommateur devant son choix de bouteille. Donc, il y a une espèce de continuum sur lequel on pourrait insister. Oui, c'était une volonté du projet qu'on a nommé SICHROME, la couleur des cidres. C'était d'aller effectivement à la connaissance des mécanismes qui génèrent cette couleur, cette variabilité dans la couleur. Et puis derrière, d'aller sur de l'applicatif, de la technologie, donc le continuum classique, on peut dire INRA, centre technique, mais aussi d'aller au-delà vers les études des préférences consommateurs et avec la fourniture d'outils pour pouvoir derrière typer les couleurs dans les assemblages de cuves. D'accord. Est-ce que vous êtes intéressé en amont aux préférences des consommateurs? Quel type de consommateur préfère quel type de couleur? Oui, on s'est intéressé aux préférences des consommateurs. Donc on avait un partenaire qui était l'ESA d'Angers, qui avait recruté plusieurs jurys dans toute la France, dans des zones de consommation classiques du Nord-Ouest, mais en allant jusqu'à Avignon, donc un gradient de consommation un peu plus faible. Et on s'est aperçu qu'il y avait une très bonne acceptabilité des couleurs classiques du cidre. Donc derrière, beaucoup de couleurs possibles pour les consommateurs. Et donc l'idée, c'est de segmenter le marché avec des couleurs, mais aussi avec des arômes et des saveurs, qui sont aussi le reste du métier du cidrier. Ce qui reste important quand même, oui. Très bien, voilà. Merci. Oui, vous pouvez encore l'applaudir. Oui.
Deuxième nominé dans cette catégorie, Volat, ou comment limiter la volatilisation de l'azote au champ. C'est un projet qui est porté par Baptiste Soenen, d'Arvalis, l'Institut du végétal, en partenariat avec l'INRA. Et donc, pour vous le présenter, quelques images à nouveau. L'azote est le premier facteur de production avec l'eau sur les céréales dans les contextes français. Donc c'est important de maîtriser la fertilisation azotée pour les agriculteurs et notamment les pertes liées à la fertilisation azotée. Parce que quand on apporte par exemple 100 kg d'azote sur une culture, cette culture ne va pas absorber les 100 kg d'azote qu'on a apporté via les engrais minéraux ou organiques, mais elle va en absorber que 80, 70 par exemple. Et le premier facteur de perte, c'est la volatilisation ammoniacale. Là, je viens d'installer le mât de bruit de fond, qui est donc un mât à 3 mètres de haut avec des badges alpha qui vont capturer l'ammoniac qui se volatilise et qui permet de caractériser une pollution qui viendrait des parcelles d'à côté liée à un épandage d'engrais ou autre. Donc maintenant, on va aller vers les piquets avec des assiettes à 2 hauteurs qui sont à l'intérieur des mâts de bruit de fond qui, eux, encadrent l'expérimentation. Donc on mesure la concentration en ammoniac via les badges alpha que j'ai positionnés sur les 2 assiettes à 2 hauteurs différentes. Une assiette à 30 cm au-dessus du couvert, une assiette à 1 mètre au-dessus du couvert. Et ce qu'on va valoriser, ça sera la différence de concentration entre ces 2 hauteurs. C'est-à-dire que si on a la même concentration à 30 cm et à 1 mètre, c'est que c'est pas en train de volatiliser. Et si la concentration est plus importante sur l'assiette à 30 cm qu'à 1 mètre, c'est que ça volatilise. Et avec les modèles de flux, on va pouvoir quantifier ces pertes par volatilisation ammoniacale grâce à cette installation sur 2 hauteurs. Donc ensuite là on est sur une station de mesure sur une modalité dans un bloc, mais dans une parcelle comme celle-ci, on va avoir plusieurs modalités qu'on va comparer, donc avec plusieurs stations de mesure pour comparer différentes modalités d'apport, par exemple de l'urée en surface ou de l'urée enfouie sur maïs, ou différentes formes d'engrais azotés. Donc ça on peut comparer de l'ammonitrate versus de l'urée versus de la solution azotée. Il est indispensable de caractériser les conditions climatiques sur l'essai pendant la période d'exposition de ces badges. Et donc pour ça, on installe des stations météo qui mesurent notamment la force et la direction du vent. Indispensable pour faire tourner les modèles d'interprétation de ces concentrations en ammoniac via des modèles de flux qui permettent d'accéder à des quantités d'azote perdues par volatilisation ammoniacale. La mise au point d'une méthode d'estimation des pertes par volatilisation ammoniacale a démarré dans les années 2010 avec un projet CASDAR Volat NH3 jusqu'en 2012. Cette méthode est aujourd'hui au point, a été largement utilisée dans des réseaux d'essais et a permis de mettre en évidence des points d'intérêt et d'amélioration des pratiques pour les agriculteurs. Sur ce graphique, on peut voir l'intérêt d'utiliser des inhibiteurs de l'uréase, comme le NBPT, pour limiter les pertes par volatilisation ammoniacale lorsqu'on les additionne à la solution azotée ou à l'urée. Donc pour résumer, on peut dire que la méthode mise au point est une réelle réussite car elle a permis de caractériser les pertes par volatilisation ammoniacale suite à des apports d'engrais azotés minéraux ou organiques. Donc c'est bien pour l'environnement, mais c'est aussi bien pour l'agriculteur car elle permet à l'agriculteur d'optimiser sa fertilisation azotée. C'est-à-dire qu'en mettant moins d'azote, la plante va absorber la même quantité, donc c'est plus efficace et c'est économiquement plus intéressant aussi pour l'agriculteur. Alors, est-ce que Baptiste Soenen est là? Oui, je savais bien que je l'avais vu. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, en fait, votre projet il tombe vraiment super bien parce que j'ai l'impression qu'il répond à un besoin qui se faisait de plus en plus pressant. Enfin, on avait besoin de savoir ça, de savoir, de connaître les degrés de cette volatilisation. Et hop, vous arrivez, c'est parfait. Oui, mais c'est pas un hasard, c'est que en fait, d'un côté, on avait la connaissance qui était là, donc à la fois au CEH d'Édimbourg qui ont développé les badges alpha qui capturent l'ammoniac de l'air, et à la fois à l'INRA, l'UMR Eco6 qui avait développé des modèles d'interprétation de concentration pour arriver sur des flux. Et d'un autre côté, on avait des préoccupations sociétales grimpantes au niveau de la qualité de l'air, et entre autres des polluants atmosphériques via les microparticules, dont l'ammoniac est un précurseur. Et donc finalement, l'innovation, ça a été d'associer ces connaissances qui étaient à la fois à Édimbourg et à la fois à l'INRA,
pour mettre au point une méthode de mesure, de quantification de cette volatilisation ammoniacale au champ, donc une méthode simple qui soit utile et utilisable, pour pouvoir proposer des alternatives, des leviers agronomiques pour diminuer ces pertes par volatilisation ammoniacale. D'accord, très bien, merci. Et donc, pour remettre le trophée dans la catégorie recherche et méthodologie, j'invite Jean-Pierre Malherbe, de la Fédération nationale du Crédit Agricole, à me rejoindre. Profitez-en pour quelques mots. C'est presque bon. Ah, pardon. Moi, c'est Jean-Marie, mais j'ai peut-être un frère caché aussi, mais c'est pas grave. Autant pour moi, autant pour moi. Bon, pas de problème. Pour me punir, je me cherche l'enveloppe. Allez-y. Allez chercher l'enveloppe. Je suis très content de remettre ce prix sur la recherche et la méthodologie. Méthodologie et innovation, c'est des mots intéressants parce qu'il faut beaucoup de méthodes. Et puis, je ne suis pas un spécialiste de vos métiers. Moi, c'est plutôt le marketing et la com. Donc, ce n'est pas tout à fait mon métier, mon univers. Mais en tout cas, je m'aperçois qu'il faut beaucoup de méthodologie et c'est important la méthodologie si on veut progresser. Et puis parfois, il faut être en rupture avec cette méthodologie. Parce que innover, c'est aussi et si on faisait autrement. Et quand on a la méthode, parfois on a trop tendance à rester dedans et à oublier qu'il faut sortir de la méthode. Et vous sortez de la méthode quand vous faites ce que vous faites. Et l'autre point qui m'a frappé dans tout ce que vous avez présenté, c'est cette capacité à travailler ensemble. Je crois beaucoup à l'innovation créatrice quand elle est faite avec d'autres, avec des gens qui ne sont pas comme nous, avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Moi, je m'occupe au Crédit Agricole à Paris, mais aussi en région, des villages by CA. On les a appelés comme ça parce qu'on voulait une place de village, on voulait un maire de village, on voulait que ce soit un village. Et ces lieux qui sont des écosystèmes innovants regroupent des start-up, donc des tout petits, qui ont des idées, qui n'ont pas toujours de la méthode, mais qui ont envie de faire des choses, avec des grandes entreprises qui ne sont pas de cet univers, qui ne sont pas de cette approche, qui ont beaucoup de méthodes, beaucoup de structures, comme nous. Hein, c'est carré, parfois, peut-être trop même des fois. Mais bref, en tout cas, on essaie de faire des choses différentes ensemble. Et les projets que vous avez présentés là, en tout cas, je trouve que ce qui met une force importante sur laquelle on doit vraiment investir, c'est cette capacité à faire des choses différentes ensemble. Je crois beaucoup à ça. Il y a la devise que l'on a au village qui est de dire « les belles rencontres font les belles réussites ». J'y crois beaucoup à ça. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif à ce prix recherche et méthodologie sur laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Sur le cidre, j'adore le cidre entre parenthèses. Donc je ne sais pas l'effet couleur que ça jouait, mais en marketing ça va être vachement intéressant à utiliser en tout cas. Bon, sur le reste aussi, hein, mais je suis moins fort sur les azotes. Hein. Merci. Alors évidemment, vous restez, vous ouvrez l'enveloppe. Ah oui, quand même. L'essentiel. Bah, j'ai posé le micro, sinon ça va être difficile d'ouvrir l'enveloppe. Alors, ça marche ça? Ça a eu marché. Celle-là, cette enveloppe, elle est bien collée. Hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors. Donc, dans la catégorie trophée, recherche et méthodologie, le prix est remis à des cidres et des couleurs. Vous voilà comblé. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Pour la région et pour le cidre. Merci. Pareil, même punition, un bac de cristal, un diplôme, un abonnement pour la science et un micro. D'accord. Merci à tous. Merci à nos professionnels qui nous ont soutenus dans cette démarche. Ils étaient fortement demandeurs. Et puis, je voulais aussi remercier tout l'ensemble de l'équipe UMT Nova Cidre qui a participé à ce projet et a permis derrière d'avoir un projet applicable et puis une récompense ici à ce trophée ITA Innov. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous deux.